Bienvenue à Histoire de ma thèse. Histoire de ma thèse, c'est un rendez-vous mensuel des bibliothèques universitaires avec un doctorant qui présente deux choses. Son travail de thèse, lui qui travaille, et aussi évidemment le sujet, donc là, la violence sur Internet. Donc aujourd'hui, on reçoit Pierre Chartier. Vous êtes doctorant à l'école doctorale A2L, Arts, Lettres et Langues, oui. Au sein du laboratoire HCTI, laboratoire Héritage et Construction dans le texte et l'image. Donc, première question, pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire en thèse à l'issue d'un master ? Ça fait suite à une reconversion, on va dire, un peu professionnelle, parce que j'avais arrêté mes études très tôt et donc voilà, je travaillais et j'ai décidé de reprendre les études, donc de passer le bac et ensuite donc d'aller à la fac. Et là, j'ai commencé à découvrir, on va dire, la recherche scientifique et ça m'a passionné, notamment en linguistique. Et donc, voilà, le cheminement s'est fait, un master recherche, et puis ensuite, tout ça pour aller en thèse et poursuivre ce parcours, quoi. C'était une dynamique. Déjà, le master vous a initié à la recherche, quoi. Commencé à vous initier à la recherche et vous avez voulu continuer. Ouais. Exactement, ouais. Et alors, le sujet, il s'intitule Comment parle-t-on de la violence sur Internet ? Le cas de la loi travail sur YouTube. Pourquoi choisir pourquoi donc Pierre Chartier choisit ce sujet, déjà avant même d'être un doctorant? En fait, ça a commencé déjà en master. Mes deux mémoires en fait, portent déjà sur le sujet de la violence protestataire. Et en fait, ça a commencé en 2016 pendant donc, les manifestations contre la loi travail auxquelles j'ai participé. Et donc, ça m'a permis de voir de l'intérieur le traitement médiatique et les discours qui circulaient sur ce sujet-là. Ça m'a permis de les interroger de l'intérieur. Et donc, mon premier travail a été sur le terme casseur, puis après sur comment on parle de la violence protestataire dans les discours médiatiques. Et au fil de ces recherches, en fait, j'ai vu qu'il y avait un impensé, entre guillemets, un impensé scientifique sur la violence d'un point de vue discursif, dans le discours. Et donc, ça m'a donné presque mon sujet tout près, et notamment sur les réseaux sociaux, car aujourd'hui, YouTube étant le site le plus visité au monde, l'espace commentaire étant un espace social en soi, et pareil, qui est très peu étudié, et notamment d'un point de vue du discours, voilà, mon sujet était entre guillemets tout trouvé. J'avais le thème, la violence protestataire pendant la loi travail, et le lieu, le médium, qui est les commentaires YouTube qui sont très peu étudiés. Donc les deux ont matché en fait. D'accord, c'est un constat qu'il y avait un blanc là, dans la recherche. Exactement. C'est l'idéal. C'est plutôt, mais c'est vrai que c'est l'idéal, ouais. Voilà, une fois que vous avez un sujet, donc la violence sur Internet, à partir d'un cas, la loi travail sur YouTube, comment faire pour en faire un sujet universitaire, c'est-à-dire un sujet de doctorant dans le cadre d'une discipline, d'un laboratoire et même d'une section universitaire? Oui. Pour ça, on a différents outils, des méthodologies. On s'inscrit en fait dans un parcours intellectuel qui nous précède déjà, en citant des auteurs, en lisant beaucoup de littérature. Et bien sûr, l'intérêt de la thèse, et c'est même fondamental pour un travail de thèse, c'est d'amener une nouveauté dans le domaine dans lequel on s'inscrit. Et donc après, il faut ramener sa propre pensée dans le sujet et dans la thématique pour que la thèse puisse avoir une valeur scientifique. D'abord, vous héritez de tout ce qui est c'est vraiment un corpus théorique. Ouais. Ouais. Et ensuite, c'est l'application de méthodologies, donc que ce soit des méthodologies préexistantes ou alors la mise en œuvre et la création de méthodologies propres quand elles n'existent pas de fait. D'accord. Bon, le sujet pourrait être vaste, encore que vous l'avez déjà délimité, loi travail, YouTube, oui. Bon, en fait il n'est pas si vaste. Ouais. De mars 2016 à décembre 2016, parce qu'en fait le problème des Comment vous l'avez délimité Comment vous l'avez délimité? Alors, en fait, j'ai pris en fait la date de la première manifestation et la date de la dernière manifestation. Et ensuite, j'ai brossé un peu large pour la fin, parce que la dernière manifestation, c'était début septembre 2016. Mais il y a énormément de commentaires qui ont continué à être créés, à être créés sur les réseaux et dans les médias sur la loi travail. Et donc, j'ai été jusqu'à la fin de l'année, et c'est complètement arbitraire, mais le choix d'une date et le balisage d'un corpus est toujours arbitraire. Vous avez pris un an, c'est ça?
En gros, de mars à décembre. Parce qu'en fait, avant mars, il n'y avait pas de loi travail, donc c'était pas intéressant. Et ensuite, décembre, c'était vraiment pour arrêter, parce que j'ai encore, sur des vidéos de la loi travail, des commentaires, mais qui sont liés, par exemple, aux gilets jaunes. Ah oui. Donc, en fait, ça s'actualise toujours et oui. ça ne s'arrête jamais sur Internet. Un corpus ne s'arrête jamais. Et donc, c'est une spécificité, d'ailleurs, du médium, quoi. Non, mais un corpus atteint sa taille critique dès lors que son évolution n'amène pas forcément de nouveaux. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou alors ça amène, mais ça varie. Parce que voilà, par exemple, là, ça m'amenait vers les gilets jaunes. Oui, et peut-être l'héritage qu'ont les gilets jaunes ou comment ils se polluent, la politisation et l'accès à la violence protestataire comme moyen d'action en s'aidant sur YouTube. Mais là, c'est complètement un autre sujet. Et je pourrais y arriver, en fait, mais c'est pas mon sujet. Ok, très bien. C'est bien de voir, de borner. C'est difficile en thèse. Il y a aussi forcément des difficultés techniques. Enfin, je me mets à votre place. Vous voulez récupérer un corpus sur un an, sur une chaîne quand même très alimentée, sur un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de vidéos. Comment, enfin, ne faites pas tout un détail, mais l'ingénieur, comment il travaille là pour récupérer le texte et en faire un corpus exploitable? Ah là là. Voilà, ça m'a pris un an et demi, donc la première année et encore 6-7 mois, on va dire, de thèse. Donc voilà, j'ai commencé ma deuxième année là, donc vous voyez qu'à peu près, pour l'instant, la grande majorité de mon travail de thèse, ça a été la mise au point de ce corpus. Et donc pour ça, je m'aide de logiciels, notamment de web scrapping. Donc ce sont des logiciels qui vont chercher dans le code des pages Internet les informations et ça va automatiser en fait le processus d'aspiration des données. Donc malheureusement, le principal problème que j'ai eu, c'est que c'est YouTube. YouTube appartient à Google et Google, les données de Google, c'est leur argent en fait. Et donc j'ai été bloqué plusieurs fois par Google dans mon travail de thèse, mais automatiquement, hein, c'est pas, ils se sont dit, ah, il y a Pierre Chartier, bien sûr que non. Bien sûr. Mais en fait, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un logiciel qui, de façon automatique, aspirait leurs données, et donc ils les bloquent. Et donc le principal problème, et le vrai problème que j'ai rencontré, c'est là. Et donc j'ai dû, on va dire, passer par plusieurs logiciels pour avoir plusieurs signatures différentes et pour pouvoir avoir un corpus cohérent. Et donc notamment à l'aide de scripts, enfin voilà, de petits logiciels que j'ai dû bidouiller moi-même pour réussir à arriver avec un corpus qui était cohérent, qui était complet aussi, parce qu'il y a certains logiciels qui vont prendre que les informations, par exemple les pseudonymes, les dates, il y en a d'autres au contraire. Moi je voulais vraiment avoir tout et surtout garder ce format d'arborescence qu'on retrouve sur YouTube, ça veut dire on a un primo-commentaire et 2, 3, et hop, et là il y a des sous-commentaires qui sont en réponse, et ça il y a très peu de logiciels qui le font. Donc il a fallu que je garde aussi la structure. Et voilà, vous avez réussi à garder la structure. Donc là voilà, là moi en fait j'ai réussi à atteindre mon but, c'est d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables que j'avais besoin et la structure. D'accord. Mais ça m'a pris plus d'un an, quoi. Ah, j'imagine bien, oui. Et donc là vous avez votre texte en fait structuré. C'est ça. Et alors comment vous allez le discrétiser, en faire des données? Oui. Parce qu'on a du texte, on en fait des données exploitables pour peut-être aller vers des indicateurs, voire des mesures. On s'aide surtout donc, de logiciels qui nous permettent de... En fait là, moi je suis rendu à environ 33 000 commentaires. Donc c'est une bonne taille de corpus. C'est pas encore... bon voilà, il y en a qui en étudient 90 000, 100 000 commentaires. Donc 33 000, ça reste quand même... raisonnable, on va dire, au niveau de la recherche, puisque grâce au logiciel, justement, il y a très peu de limites. Maintenant, on peut vraiment étudier, on pourrait presque étudier tous les commentaires de YouTube depuis que YouTube existe. Et donc, ça reste quand même... mais c'est une volonté de ma part, parce que, en fait, le quantitatif, il est... Donc, voilà, le fait d'analyser des données d'un point de vue statistique, d'un point de vue purement numéral, j'ai envie de dire... ça a un intérêt pour faire du tri, pour objectiver. En fait, ça nous permet de prendre de la distance par rapport à son corpus. Parce que quand on lit tous les commentaires les uns après les autres, on a du mal à avoir des relations, des fois, des effets d'écho qu'il peut y avoir entre le 116e commentaire et le 23 millième commentaire. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce corpus? Donc là, qu'est-ce qui doit émerger de... Donc ce qui m'intéresse en premier lieu, ça va être les termes... les termes récurrents,
et notamment dans la dénomination des violences et des personnes qui font de la violence protestataire comme moyen d'action politique. Et donc, à partir de là, ça va être donc, les termes seuls qui vont se répéter. Voilà, par l'exemple typique, c'est casseur, ou de l'autre côté, flic. Et je vais regarder comment c'est distribué. Donc, est-ce que, par exemple, je retrouve ça dans tout mon corpus ? Ou est-ce que ça va être que sur certains moments ? Et si oui, et ben alors pourquoi à ce moment-là, on va plutôt parler de casseur et pas là ? Donc, je vais regarder la distribution des termes au sein du corpus. Et après, je vais encore un peu dézoomer, on va dire, et je vais regarder plutôt d'un point de vue phrastique. Donc, je vais regarder des groupes de mots, des syntagmes qui se répètent. Et par exemple, ça va être, celui qui est beaucoup, c'est « Tout le monde déteste la police ». Et ben, parce que c'est un slogan qui était énormément dit pendant les manifestations. Et donc, je vais regarder... Vous voyez la percolation du mot d'ordre Voilà, ouais, et ben, en fait, pour montrer aussi l'interdiscursivité entre ce qui est dit, le discours qui est tenu dans les vidéos et les discours qui sont tenus dans les commentaires. Et ça, c'est un de mes axes de recherche. Je veux voir dans quelle mesure ce qu'il y a dans les vidéos peut influencer ce qu'il y a dans les commentaires. Et par exemple, ça va être ce genre « tout le monde déteste la police ». S'il est arrivé, on va dire, au mois de mai, et ben, s'il n'existe pas avant dans les commentaires, je peux supposer que c'est bien parce qu'on l'entend dans les vidéos qu'on commence à le retrouver dans les commentaires. Ou en tout cas, c'est parce qu'on le retrouve dans les manifestations qu'on le retrouve dans les commentaires. Voilà, c'est par exemple ce jeu de... je vais analyser ce jeu d'interpénétration des discours les uns avec les autres. Voilà. En fait, j'ai plein d'autres questions, mais je vois le temps qui tourne. Ouais, il y a quand même un élément aussi méthodologique sur la dynamique, parce qu'à un moment, vous voyez un phénomène qui est vivant, donc qui bouge. Oui, c'est ça. Comment faire pour saisir une dynamique ? Je pense que c'est un des principaux problèmes en fait dans l'analyse. Pour avoir une dynamique, déjà, il faut avoir plusieurs moments donnés, analyser plusieurs moments donnés pour voir l'évolution. En fait, on n'a jamais vraiment la dynamique. Voilà, c'est exactement, c'est plutôt ça. Ça va être... Parce qu'en fait, on n'a jamais la dynamique en soi, on a plutôt les effets de cette dynamique-là, ce qui transparaît dans le discours. Et bah, par exemple, voilà, c'est au début, on va plutôt parler de manifestants violents et 6 mois après, on va plutôt parler de casseurs et manifestants violents ne sera quasiment plus présent dans le corpus. Bah, la dynamique, on peut voir la dynamique en discours. D'accord, et là, vous pouvez voir des interactions entre ce qui se passe, la façon dont c'est filmé, ce qui est dit, et l'évolution des identités telles qu'elles se... Et puis, il ne faut pas oublier que comme tous mes médias, ça s'inscrit en fait dans une société. Et c'est pas forcément le lien avec les vidéos, c'est aussi le lien avec les discours politiques, les discours médiatiques, qu'il faut prendre aussi en compte. Et c'est pour ça que je peux m'appuyer notamment sur mes 2 travaux de master pour essayer d'analyser ça et amener quelques hypothèses, à défaut de pouvoir y répondre. Mais déjà, ça fait des hypothèses. Suppose derrière d'avoir aussi une image assez précise, comme tout ce qui s'est passé en un an. C'est ça. Tel que c'est raconté dans la presse, tel que c'est raconté par les acteurs, etc. Exactement, ouais. Ouais, c'est du boulot. C'est du boulot. Bah, c'est une thèse. Hein. Et est-ce que... le temps tourne trop vite, en fait, là. Est-ce que... excusez-moi. Oui, est-ce que déjà, à ce stade, vous pouvez non pas satisfaire, il ne faut jamais être trop satisfait de soi, mais vous prétendre à des résultats que vous pouvez présenter dans un colloque, voire à une réunion de doctorants, etc. Quels sont ces résultats ? Oui, j'ai commencé avec un colloque à Paris, Saint-Denis, où c'était d'un point de vue méthodologique. Comment, justement, voilà, les questions, comment on analyse des commentaires YouTube, est-ce que c'est un espace privé, un espace public, donc des données... voilà, et donc j'ai commencé à répondre à ces questions-là, et en fait, ça sera sûrement mon premier chapitre de thèse, ça va être sur ces questions-là, les questions d'anonymisation aussi, est-ce qu'on doit anonymiser, est-ce qu'un pseudonyme est une identité personnelle, et techniquement, au sens de la CNIL, oui. Et donc, ça veut dire qu'on doit anonymiser, mais comment on anonymise et surtout, quelles données on perd lorsqu'on anonymise. Et donc, comment restituer quand même la valeur des pseudonymes, parce qu'un pseudonyme, ça dit beaucoup sur l'identité qu'on veut donner de soi, sur l'éthos qu'on construit. Donc, comment analyser ça et que ça soit présent dans le travail de thèse, mais sans pour autant divulguer les pseudonymes en question. Voilà, c'est sur ce type de données, de réflexion que j'ai communiqué jusqu'à présent. Et c'est là où je suis le plus avancé dans mon travail de thèse, finalement, plus que sur l'analyse propre. Oui, mais il y a un élément, il y a une telle composante méthodologique et d'outils, en fait.
Et donc ça, vous pouvez le vendre. Exactement. C'est bien. C'est un peu l'idée. Donc, s'il y a des preneurs. 1 an de Cambouis. Ouais. Tout de suite, on se projette sur la suite. Que devient, déjà en spéculant, que devenez-vous après votre thèse, après cette thèse donc brillante, avec à la fois un discours sur quand même des choses très importantes, la violence, c'est éminemment, enfin c'est très important là, de comprendre la violence, et des éléments méthodologiques très forts aussi que vous avez développés. Comment vous imaginez la suite, ouais. Dans le meilleur des mondes et puis peut-être dans un monde plus difficile après. Bah, dans le meilleur des mondes, c'est à la suite de ma thèse, je passe ma qualification et on vient, plusieurs grandes universités viennent me chercher, me disant qu'ils ont besoin de moi et de tous mes travaux. Donc là, on rêve, hein, très clairement. Non, ça va être plutôt se battre et voilà, pour avoir un poste, sûrement en passant par un postdoc et puis par différents statuts. On va dire le plan B, ça serait plutôt de travailler dans le privé, notamment dans des boîtes de consulting, dans des boîtes d'analyse de données, justement, voilà, de veille sur les réseaux sociaux, notamment grâce à la maîtrise que j'ai acquise des logiciels, pour ensuite voilà, donner à telle collectivité des conseils sur qu'est-ce que les gens attendent, faire des sondages, voilà, ce genre de choses-là. Mais c'est clairement un plan B que je vais repousser aussi loin que possible, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait. D'accord, ouais. Enfin, c'est un plan B. Faire 5 minutes de pub là, sur le doctorant. Le doctorant, en 3 ans, il travaille, il apprend des choses, des logiciels, des méthodes, des précautions, il trouve des partenaires, etc. C'est pas rien. Enfin, c'est une mise à l'épreuve assez gigantesque quand même. Donc en soi, à mettre ça en œuvre après. C'est vrai qu'en France, la thèse, elle n'est pas énormément reconnue en tant que quelque chose comme un diplôme professionnalisant, mais on va notamment aux États-Unis ou au Canada, et en fait, rien que le fait d'avoir une thèse, même si on peut trouver du boulot, même si ça n'a aucun lien avec notre sujet, parce qu'en fait, ils vont se dire, mais ils ont appris, et ça veut dire que cette personne-là, elle sait gérer des projets, elle sait organiser des réunions, elle sait utiliser des logiciels, elle sait être flexible sur les horaires, etc. Et c'est pas vraiment une bonne chose qu'on pourrait parler des conditions de travail des doctorants. Et donc, c'est valorisé, et ça, c'est une chose qui n'est pas vraiment prise en compte en France. Puis on peut passer aussi ou en tout cas, ça change. Puis vous pouvez aussi aller dans le privé et après retourner... Et revenir après dans le public, exactement. Ça se fait. À la fac. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais encore plein de questions parce que le sujet m'intéresse, mais je vais donner la parole à la salle. Je vois peut-être des gens qui sont doctorants, là, donc il y a des questions de doctorants, mais on peut s'intéresser au sujet, on peut s'intéresser à des tas de trucs. Enfin, toutes les questions sont très intéressantes. Donc il y a un micro, il suffit de parler dans le micro et la parole est à vous. Ouais. Allez-y, il faut profiter. Quand même, Pierre, là, il est dans une pleine ébullition. Ça boue. Il a des choses à dire. Il y a des choses qui peuvent vous aider, peut-être. Il y a des doctorants parmi vous ? Je dirais 80%. Je sais pas, vos propres angoisses, vous pouvez lui poser des questions sur vos... Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Je vais te demander les vidéos sur lesquelles tu travailles. Enfin, tu travailles sur les commentaires des vidéos, mais est-ce que c'est seulement des vidéos de privés, par exemple, de personnes qui ont filmé eux-mêmes des manifestations, ou est-ce qu'il y a aussi des vidéos de presse, par exemple, des reportages, des choses comme ça? Eh ben, il y a les deux. Il y a clairement les deux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les vidéos donc, de médias plus traditionnels, j'ai Le Monde, il y a France Télé, France Info, France 24, ben, en fait, elles sont très peu commentées, très peu suivies généralement. Ça va être plutôt les vidéos de ce qu'on peut appeler le riot porn. Donc vraiment, c'est vraiment au cœur des émeutes, au cœur des manifestations, au cœur des violences. C'est celles-là, généralement, qui font le plus de commentaires et le plus de vues. Et ça, généralement, c'est des personnes privées ou alors qui sont un peu entre les deux. Ça va être des journalistes indépendants qui se sont spécialisés dans les manifestations. Je pense à Taranis News notamment. Et donc, ça arrive de plus en plus qu'on est un peu entre les deux. D'autres questions? Profitons-en. Hein. Ouais. Bonjour, merci de votre propos. J'ai une question extrêmement basique, Qui est-ce qui finance? Ah.
Eh ben, c'est moi. Voilà. Donc, je suis chargé de cours à l'université. Après, c'est des fonds personnels. Voilà. C'est une question de logistique très importante. Aujourd'hui, en fait, les contrats doctoraux, c'est une grande minorité de doctorants qui sont en contrat doctoral en sciences humaines. Là où en sciences dures, entre guillemets, là, c'est plutôt la norme. Et ça passe notamment beaucoup par des labos privés, où, voilà, des contrats 50-50. En sciences humaines, la grande majorité des doctorants sont sur des fonds privés. Soit ils travaillent à côté, voilà, ou soit ils ont des fonds personnels. Et je fais partie de ceux-là. Ça fait partie des compétences des doctorants de gérer un budget étroit. Ah, ça, oui. Pour mener un travail ambitieux, par contre. Oui, non. Moi, j'avais une question sur les commentaires. Parce que moi, je sais que je lis très rarement les commentaires parce que souvent, ça mène nulle part et des fois, c'est hyper violent. Je voulais savoir, du coup, comment tu faisais pour prendre du recul sur les propos que tu peux lire aussi. Je vais souvent en pause café. En fait, ça, c'est vraiment je crois que c'est un des aspects les plus durs de mon travail et c'est celui que je ne pensais pas, auquel vraiment, je n'avais pas prévu. C'est d'être confronté à la violence des propos et à la haine, en fait. Il faut voir que sur les 33 000 commentaires, moi, j'ai pas compté, mais je dirais qu'il y a bien les 80% où c'est des gens qui s'insultent gratuitement, qui se disent les pires horreurs, mais vraiment les pires horreurs. Donc forcément, ça demande peut-être plus de recul et plus de repos qu'un corpus, on va dire, assez neutre, ou mes précédents corpus où c'était des discours politiques, médiatiques et donc policés. Oui. Un minimum, en tout cas, parce qu'on peut quand même lire des horreurs aussi. Mais généralement, il y a moins de vulgarité, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai une question personnelle. En même temps, je fais une pub aussi pour demain, mercredi. Il y a Félix Tréguer qui a écrit L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet. Et il s'interroge, lui, sur la façon dont Internet, promis dans les années 70-80, préfiguration d'Internet 90, un outil de la démocratie, du savoir pour tous, etc., devient un outil un peu de surveillance. Et moi, je m'interroge, j'ai lu son bouquin évidemment, sur pourquoi tant de violence, pourquoi la violence s'exprime. Donc, je vous invite à venir, donc c'est demain, c'est de 18h à 19h30. Félix Tréguer, c'est une figure importante, il est fondateur de la Quadrature du Net. Et il a une approche politique, il est à Sciences Po, il a une approche aussi sociologique et aussi techniciste, enfin il s'interroge sur les déterminismes de la technique, de l'ordinateur, etc. Pour revenir à ma question, pourquoi tant de violence ? Pourquoi Internet est devenu un lieu d'expression pourquoi la violence s'exprime avec tant de force plus qu'ailleurs ? Si vous avez les réponses, je ne sais pas. J'ai les réponses, ça va être... il y a trop peu de temps pour répondre complètement à cette question. Bien sûr, ouais, en quelques mots. On va dire que je pars d'un postulat qui est visiblement pas le même que le vôtre, c'est que pour moi, il n'y a pas plus de violence et de haine sur Internet qu'ailleurs. C'est juste qu'elle est visible de tous, parce qu'en fait, elle est inscrite et elle est diffusable et elle n'est pas limitée d'un point de vue espace, d'un point de vue temporel. Pour moi, en fait, les commentaires et Internet, c'est un reflet de la société. Si la société n'était pas violente, si la société n'était pas oppressive, en fait, on n'aurait pas ces effets-là sur Internet. Donc pour moi, c'est plutôt une question de... Moi, j'avais des hypothèses sur l'anonymat, par exemple. Alors, ça a été extrêmement étudié, vraiment. Ça a été. Est-ce que l'anonymat permet aux gens de donner libre cours à leurs pulsions les plus viles ? Et en fait, il n'y a vraiment pas de consensus scientifique. D'accord. Et pour l'instant, ça tendrait plutôt vers le non. Non, parce que déjà, l'anonymat sur le net, c'est quand même pour moi, c'est une chimère. Et justement, parce que la sécurité et la surveillance sur Internet est de plus en plus forte,
Aujourd'hui, un pseudonyme ne protège plus la personne. Voilà, je vois par exemple sur YouTube, pour poster, il faut créer un compte. Et donc pour ça, il faut s'inscrire, il faut donner des données personnelles, une adresse mail, une adresse IP. Et donc, comme les propos tombent sous le coup de la loi, quelqu'un qui va porter plainte pour les propos, on peut retrouver la personne. Donc en fait, l'anonymat, il n'est pas réel, c'est pas un véritable anonymat. Donc moi, je pense pas qu'on puisse dire que anonymat égale surplus de violence. D'accord. Donc la réponse que vous faites, c'est tout simplement Internet enregistre Voilà, exactement. Enregistre, inscrit, les mots et nous donne à voir toute cette violence que, bah voilà, par exemple, on ne se rend peut-être pas compte, mais là, en ce moment, autour de nous, il y a des gens qui se font insulter, qui subissent des violences. Et nous, là, autour de nous, dans notre espace visible, concret, il n'y a pas. Donc, du coup, on a l'impression qu'on ne vit pas de violence et qu'elle ne s'inscrive pas. Mais en fait, je pense que c'est plus une impossibilité pour nous de nous rendre compte de toute la violence qu'entoure la société et elle est traduite sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette impression de sidération quand on regarde les discours sur Internet. D'accord. C'est le manque de police au sens policier. Oui, clairement, ouais. Une dernière question, on peut prendre, profiter. C'est ma dernière offre. Non? Parce que j'en vois quelqu'un qui va présenter aussi là. Ça va, l'exercice vous semble intéressant? Oui, tout à fait. Bien, il me reste à remercier Pierre. Non, merci à vous. Merci beaucoup, parce que là on voit mieux. Bon, c'est court, hein. Je me demande si vous ne pouvez pas allonger le format là. Moi, c'est des questions qui m'intéressent énormément. Merci à vous d'être venu, d'être en plus en soutien, hein, parce que vous travaillez dans le même laboratoire pour une partie d'entre vous.